Vous avez entendu ce qui se passe là en ce moment au sein de la majorité gouvernementale. Cécile Duflot qui reproche à Manuel Valls de ne pas être un ministre de gauche, de parler immigration et regroupement familial. Jean-Vincent Placé ce matin en direct sur RMC et BFM TV avec Jean-Jacques Bourdin qui dit il sème le désordre. Pascal Canfin, ministre aussi, qui dit la même chose, il sème le désordre. Valls, le ministre de l'ordre, met le désordre alors. Oui. Concernant les Verts, je pense qu'il faut surtout l'analyser du fait qu'il y a leur université d'été ce week-end à Marseille. Donc ils ont l'objectif de se faire applaudir par leurs militants, c'est tout. Puis honnêtement, ce que disent aujourd'hui les Verts, je pense que tout le monde... Donc c'est de la posture alors. Tout le monde s'en moque un petit peu. C'est un parti qui ne représente absolument rien, qui a fait 2% à la présidentielle. Ah, mais ils sont dans le gouvernement. Oui, ils sont dans le gouvernement. Et dans la majorité. Oui, exactement. D'ailleurs, il faudra s'interroger sur leur poids réel vu ce qu'ils représentent dans les urnes, mais c'est une autre question. Non, on est dans une stratégie effectivement qui est très favorable à Manuel Valls. Parce que il peut instrumentaliser tout ce concert d'opposition qui percute ce que veulent les Français. Parce qu'évidemment que les Français, eux, veulent l'arrêt de l'immigration. Et il les entend les Français, il les connaît bien les Français. Il doit les connaître par des enquêtes d'opinion et par des sondages. Vous savez, c'est la méthode Sarkozy. Donc Valls, il instrumentalise Madame Taubira, qui est le repoussoir absolu, qui apparaît comme très laxiste. Il instrumentalise maintenant les Verts, il instrumentalise ce concert d'indignation. Il fait exactement ce que faisait Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, du temps de Jacques Chirac, président de la République. Il est dans la communication, la surcommunication, et ça lui profite. Non, il dit qu'il est dans l'action, Manuel Valls. Ah bah ça, j'aimerais bien voir. Ça me rappelle autre point commun avec Nicolas Sarkozy. Quelle action! On a attendu pendant 5 ans concernant Sarkozy, on attend depuis 1 an concernant Valls, on ne voit rien venir, parce que s'il veut vraiment remettre ne serait-ce que Marseille sur les rails, mais il n'y a pas que Marseille en France en plus, le problème il est partout, eh bien il faut contrôler nos frontières. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est le trafic de drogue, on le sait bien, qui est à l'origine d'une part croissante de la criminalité, mais on n'a plus de frontières pour contrôler les trafics. On n'a plus de frontières du fait de l'Europe, du fait de Schengen. Alors de quoi nous parle-t-on? De rien. On ne veut pas appliquer les peines. Alors quel signal lance-t-on aux délinquants? Un signal de laxisme. Et ça, Monsieur Valls, comme Sarkozy hier, en est responsable. On va reparler de la réforme pénale, on va reparler de ce qui a été annoncé pour Marseille, mais restons quand même encore sur le cas de Manuel Valls, qui a été maire d'Évry. Dis-moi, la banlieue, je connais les problèmes de la banlieue, je sais les solutions, les réponses qu'il faut y apporter. Manuel Valls qui connaît l'immigration, on se souvient de cette petite phrase lorsqu'il passait sur le marché d'Évry, il dit tiens, ça manque de blancos ici. Et du coup, on entend Manuel Valls hier lors du séminaire gouvernemental avant-hier plutôt dire il faut repenser la politique migratoire avec l'Afrique, il faut reparler du regroupement familial. C'est plutôt des idées qui devraient vous plaire. Il y a qu'à Faucon, il faut, ça vous rappelle rien cette rhétorique? Mais dis donc, j'ai le droit de parler de l'immigration quand même. On a le droit de poser la question du regroupement familial. Mais c'est mot pour mot la rhétorique sarkozyste. Il manque plus que les talonnettes et le petit rictus de l'épaule, et ce sera un Sarkozy tout craché. D'ailleurs, il y en a bien un en ce moment qui doit être assez gêné par cette offensive médiatique de Monsieur Valls. C'est Nicolas Sarkozy. Parce que ça le ringardise formidablement, cette histoire. Valls ringardise Sarkozy. Mais terriblement, c'est le même. La droite, donc. C'est exactement, Sarkozy, c'est exactement le même. Mêmes exercices de communication, même technique, même inaction, même inefficacité sur le fond, mais évidemment, je dis à une talonnette près, c'est le même, sauf qu'il a peut-être 10 ans de moins. Donc ça le ringardise terriblement. Mais vous ne croyez pas à la sincérité de Manuel Valls? Pas du tout. Lorsqu'il dit politique migratoire et peut-être qu'il est sincère dans ses convictions. Je ne sais pas ce qu'il a au fond de lui. Mais moi, ce qui m'intéresse, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il pense. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait en tant que ministre de l'Intérieur, responsable de la sécurité et de l'immigration. Et je vois qu'il continue l'immigration massive de ces 10 dernières années, 200 000 entrées légales par an, qu'il continue les régularisations de clandestins, que évidemment le regroupement familial ne sera pas une seule seconde remise en cause, ni même atténué, et qu'en matière de sécurité, il n'a pas rétabli les effectifs de police et de gendarmerie détruits sous l'ère Sarkozy. On a quand même eu 12 500 en 5 ans, et évidemment, il ne redonne pas de frontières et de perspectives à la France. Il est même dans une politique pire que cela, il divise les Français. Et pourquoi les divise-t-il? Mais il ne cesse, il n'a dans la bouche que des mots fondés sur le communautarisme. Il ne parle que de communauté, entre guillemets, de minorité, entre guillemets. Mais ça, c'est diviser les Français.
La France a besoin d'unité, de rassemblement. Or là, par ses propos très anti-républicains pour le coup, Valls contribue à faire monter les tensions et les ressentiments. C'est une évidence. S'il fait monter les tensions aussi au sein de sa majorité, pourquoi le Premier ministre et le président de la République ne le recadrent-ils pas à ce moment-là? Ils essaient. Vous avez vu hier Jean-Marc Ayrault qui l'a marqué à la culotte à Marseille. Ils étaient même finalement combien 6, je crois, dans le minibus gouvernemental pour aller à Marseille, ce qui était d'ailleurs tout à fait ridicule au passage. Non, ils essaient. On ne voulait pas laisser de champ d'action trop important médiatique. Oui, ils essaient, comme Chirac a essayé avec d'autres, Villepin, etc. par rapport à Sarkozy ministre. On voit que l'histoire bégaye. Maintenant, c'est aux Français de l'interrompre. Ça ne servira à rien, ils le savent, et maintenant ils ne sont plus dupes de ces exercices de communication. Les Français peuvent-ils l'interrompre, puisque là, le gouvernement est là pour 5 ans. Qui ne soit ni berné par Sarkozy hier, ni par Valls aujourd'hui. Enfin, je pense que l'histoire bégaye, mais c'est aux Français maintenant d'évacuer tous ces gens-là, parce que ils ont bien compris que ça n'était que de la com. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a 2 victimes par cette offensive médiatique de Monsieur Valls. C'est François Hollande, qui est marginalisé, et il est évident que Valls veut être candidat à sa place à l'élection présidentielle en 2017 et qu'il fait tout pour. Et puis c'est Nicolas Sarkozy, je l'ai dit, parce que lui, il est ringardisé. Et d'ailleurs, il paraît qu'en privé, il en est assez mécontent. Qui ça? Nicolas Sarkozy. Comment le savez-vous? Je le sais par quelques confidences. Venant de la droite? Je ne vous dirai pas de qui, mais je le sais. Non, mais c'est intéressant. Donc, vous vous renseignez sur ce que pense Nicolas Sarkozy? J'ai besoin de me renseigner. On me dit beaucoup de choses aussi, vous savez. J'ai beaucoup de confidences, mais parfois j'en parle, parfois je n'en parle pas, mais dans tous les cas, je ne dis pas de qui ça vient. Je suis comme les journalistes, je protège mes sources. Justement, mais c'est moi le journaliste, donc c'est à moi d'essayer de savoir précisément. Vous ne saurez pas. Mais donc c'est intéressant. On vous fait savoir que Valls agace Nicolas Sarkozy. Oui, en privé. Si on vous le dit, c'est pour que vous le répétiez. Je fais le choix de le répéter, mais c'est une évidence, il suffit de réfléchir. Il est évident que Nicolas Sarkozy se sent ringardisé, qu'il est agacé. Ça va au-delà de ça, parce que là, c'est pas une impression que vous avez. On vous l'a dit, de sources bien informées, donc. On me l'a dit, tout à fait. Proche de Nicolas Sarkozy. Je ne vous dirai pas. Non, mais ça vient d'un entourage digne de foi. Oui, sinon je vous en parlerai pas. Mais on me dit beaucoup de choses, vous savez. On est dans le combat politique. Qu'avons-nous aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant pour l'avenir. On a 2 champs de ruines minés par leur division et les haines personnelles. On a d'un côté l'UMP, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, entre les Copé, Juppé, Fillon, Sarkozy, etc. C'est le trop-plein. En plus, maintenant, avec l'ouverture de l'inventaire, qui va être l'occasion d'une nouvelle guerre des chefs, c'est peut-être même l'inventaire avant fermeture définitive. Et de l'autre côté, le gouvernement et le Parti socialiste. L'UMP va de nouveau s'entretuer avec cette histoire de bilan d'inventaire. Ça a commencé largement. Évidemment, ils ne parlent que d'eux-mêmes depuis plus d'1 an et ils vont continuer parce qu'ils n'ont rien à proposer aux Français, parce que le combat des égos et des petits chefs a remplacé le combat des idées, parce qu'ils n'ont plus d'idées. Et de l'autre côté, même division, même champ de ruines miné par des haines personnelles, le gouvernement et le Parti socialiste, ça a commencé. Et tout ce petit monde-là ne pense qu'à 2017. Eh bien, nous serons le pôle, et nous sommes le pôle de rassemblement, le pôle d'unité, de proposition, et on le verra dès notre université d'été, le 14 et 15 septembre à Marseille, puisque nous ferons des projets, des propositions, et un grand projet de redressement national. Justement, mais sur Marseille, puisque vous allez y aller, quelles seraient les propositions concrètes du Front National pour Marseille? Parce qu'il y a le gouvernement a dit 24 policiers, une compagnie de CRS en plus, et puis en octobre prochain, un contrat de plan, donc le volet économique. Quelles sont les propositions du Front National pour Marseille? Et 6 ministres, vous avez oublié ce petit chiffre. Un Premier ministre. Je vous l'ai dit, Marseille, c'est vrai que c'est une caricature dramatique. En plus, c'est vrai que c'est une ville dirigée par la droite et avec un gouvernement de gauche, auparavant un gouvernement de droite, donc on a vraiment la quintessence de l'échec d'un système. D'abord, c'est le problème de la drogue et des trafics. C'est donc récupérer la maîtrise de nos frontières. C'est donc dissoudre l'espace Schengen. Faire en sorte que la France, comme le Royaume-Uni, soit maître et maîtresse de ses frontières pour lutter contre la criminalité internationale. Ça ne veut pas dire fermer tout. Ça, c'est la caricature. On avait les frontières, on avait le trafic de drogue déjà. Oui, mais infiniment moins. Que faites-vous? Combien de policiers mettez-vous? Est-ce que vous détruisez les barres d'immeubles? Récupérer la souveraineté de l'État sur chaque mètre carré du territoire de Marseille et même au-delà du territoire national. Est-ce que vous envoyez l'armée? Il n'y en a pas qu'à Marseille. Est-ce que vous envoyez l'armée? Est-ce que le Front National dit on enverra l'armée? Non, aujourd'hui, ça n'est pas nécessaire. Et il faut simplement rétablir les forces de police et de gendarmerie et également les forces de gendarmes
mobiles et de CRS qui ont été largement diminués ces dernières années, on le sait bien, mais et leur donner les moyens d'agir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le tour des caves. On sait bien qu'il y a des caves remplies d'armes, en tout genre, d'armes de guerre, etc., qui circulent maintenant pour 150 ou 200 euros dans les banlieues. Mais il faut aller les chercher, il faut s'en donner les moyens. Évidemment, ça suppose d'avoir une volonté politique, de reconquérir les quartiers, de pas se lamenter en disant mais il y a des quartiers dans lesquels on ne peut plus mettre les pieds, dans lesquels on accepte même que les pompiers, les médecins et le SAMU se fassent caillasser. Que faites-vous des jeunes de 13, 15, 16 ans qui sont guetteurs aujourd'hui dans le trafic de drogue? Ça, c'est la question du trafic de drogue, et je vous l'ai dit, c'est la question des frontières qui est fondamentale. Mais que faites-vous des gamins que vous interpellez? C'est la question de la responsabilité pénale des mineurs de plus de 13 ans. Vous savez que c'est comme ça que ça marche en France, qu'il faut aggraver. Et s'il y a des parents dont on a démontré la carence, dont les enfants mineurs sont en situation de récidive, alors ces parents-là, ils ne doivent plus recevoir d'aide sociale. Voilà. Si on démontre, il y a deux conditions: récidive, enfant mineur, et qu'on démontre la carence des parents, évidemment. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'on continue à leur déverser des aides, alors que manifestement, ils sont une cause de trouble à l'ordre public majeur du fait de leurs enfants. Est-ce que vous posez la question de l'urbanisme? Faut-il détruire ces tours, ces barres d'immeubles? Ça, évidemment, il faut continuer à le faire. Marine Le Pen avait fait une conférence de presse spécifiquement sur la question du logement il n'y a pas très longtemps, où elle avait dit qu'il y a des lieux qui sont particulièrement criminogènes et en plus inhumains au passage, et qu'il faut se donner les moyens de réhabiliter, de reconstruire ces logements-là. Mais à condition de ne pas accepter de reconstruire pour que ce soit vandalisé et saccagé 3 semaines après. Voilà. Dit que ça dépend de qui on met dans les logements sociaux aussi. Ça, il faut contrôler. Dans ces quartiers, ce qu'il manque, c'est de l'emploi aussi. Donc comment est-ce qu'on remet de l'emploi dans ces cités? Ça, c'est une question très nationale. Là, c'est la question de la politique économique et sociale. Et évidemment, il faut recréer l'emploi, notamment pour les jeunes. Il y a un chômage de masse chez les jeunes français. Et ça suppose de changer de politique économique. Quand vous dites les jeunes français? Oui. Les Français jeunes. D'accord. À Marseille, ce sont des jeunes Français aussi, on est d'accord. Bah oui, il y a les jeunes Français, il y a les jeunes non français. Mais voilà. Et il y a plus de jeunes non français ou de jeunes français à Marseille? Regarder les statistiques. À votre avis? J'en sais absolument rien. Là, on peut le savoir très facilement. La part des étrangers dans une population, c'est l'INSEE qui peut nous en parler. Pour le coup, ça suppose de sortir de la naïveté par rapport à la mondialisation sauvage. Aujourd'hui, on est livré au grand vent mauvais de la mondialisation parce qu'on n'a plus de frontières économiques et financières cette fois-ci. C'est l'Union européenne encore une fois. Parce qu'on n'a plus d'État digne de ce nom. Qui peut faire du patriotisme économique, qui peut aider nos petites entreprises. Eh bien, il faut nous réarmer face à la mondialisation sauvage. Ça suppose quoi? Ça suppose que la concurrence déloyale que nous font des pays émergents comme la Chine, mais que nous fait aussi l'Europe de l'Est, qui est au sein de l'Union européenne. Donc on voit bien que l'Union européenne s'est beaucoup trop élargie et beaucoup trop rapidement. Eh bien, il faut nous protéger, encore une fois, par des droits de douane ciblés. Rétablir une concurrence loyale par des contingentements d'importation, utiliser toutes les armes du protectionnisme intelligent. Ça suppose un État stratège. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'État dans le domaine économique. C'est un État vaporisé, un État gazeux. Il faut revenir à un État solide. Et l'État solide, c'est l'État qui maîtrise, bien évidemment, les armes du patriotisme économique. Si on veut aider les PME françaises dans les marchés publics, sauf que la France n'est pas seule, elle ne peut pas décider seule. Non, la France n'est pas seule, elle n'a jamais été seule. Mais aujourd'hui, c'est pas ça la question. La France n'est pas souveraine, n'est pas libre. C'est tout à fait différent. Et quand elle sera libre et quand elle sera souveraine, si nous arrivons au pouvoir, elle ne sera toujours pas seule. Et le but, ça n'est pas qu'elle soit seule, mais elle peut beaucoup de choses, parce que nous sommes la 5e puissance économique mondiale, on a des ressources incroyables, des travailleurs bien formés, on a aussi des ressources énergétiques qu'on pourrait exploiter. Le gaz de houille, par exemple, chez moi en Moselle. Pourquoi on n'utilise pas? Je parle pas du gaz de schiste, je parle du gaz de houille qui lui. C'est une énergie fossile, c'est pas bon pour l'environnement. Oui, mais non, attendez, faut regarder les choses dans le détail, ça n'est pas vrai concernant le gaz de houille et on peut l'explorer de manière tout à fait propre. Eh bien, on a 9 ans de consommation nationale rien qu'en Moselle-Est. Eh bien, il faut commencer l'exploitation. Pourquoi on attend? Évidemment. Florian Philippot, vice-président du Front National. Florian Philippot, vice-président du Front National, est avec nous sur RMC dans les GG. Tiens, c'est Marc qui envoie une petite interpellation sur rmc.fr. Monsieur Philippot, en disant, êtes-vous honoré d'entendre que Manuel Valls est l'extrême droite du Parti Socialiste? Êtes-vous honoré d'entendre Jean-Luc Mélenchon dire que Marine Le Pen a contaminé Manuel Valls? Bon, sur le terme extrême droite, je réponds une énième fois que je n'accepte pas ce terme. Je préfère qu'on m'insulte directement. Qu'on m'insulte, qu'on m'injurie directement plutôt que de me dire extrême droite, au moins les choses seront claires. C'est une insulte, extrême droite. Oui, c'est une insulte pour moi, une injure, voilà. C'est comme si on disait un autre mot, je suis poli, je le dis pas, mais c'est la même chose. Nous sommes patriotes, les Français le comprennent de plus en plus, amoureux de la France, et nous condamnons tous les extrêmes, nous sommes aussi loin de l'extrême droite que de l'extrême gauche, premièrement. Deuxièmement, oui, ces gens-là jouent le rôle d'idiot utile de Valls, évidemment. Ils le font passer pour un dur, c'est ce qu'il attend.
Mélenchon, à chaque fois qu'il y a un piège, il tombe dedans. Et alors évidemment, il aide la communication de Valls, alors que Valls, je l'ai dit, il est très laxiste. Il est aussi laxiste que Sarkozy ou Taubira, mais c'est vrai qu'il utilise des mots un peu différents que Taubira. Voilà. Et pourtant, ils sont en désaccord profond, Manuel Valls et Christiane Taubira sur la réforme pénale. Oui, je sais pas. Tout ça, c'est un jeu de rôle. Tout ça est scénarisé. Tout ça, il y a beaucoup d'instrumentalisation là-dedans, évidemment. Même on nous parle de cette réforme pénale, mais Valls ne propose pas plus que Taubira d'appliquer les peines en France. Il propose pas plus que Taubira de construire ces 40 000 places de prison nécessaires, qui permettraient d'ailleurs d'avoir des prisons plus dignes, plus humaines, d'abord, et ensuite d'appliquer les peines, parce qu'on nous dirait pas qu'il manque des places de prison. Mais c'est vrai que merci encore une fois à Jean-Luc Mélenchon. Je vais finir par me demander si ça n'est pas un militant caché du Front National. Pourquoi ? Un militant masqué, patriote. Mais je sais, tout ce qu'il faut faire pour nous aider, il le fait. Pour nous mettre au centre de gravité de la vie politique française, il le fait. Grâce à lui, on a la une du JDD. Grâce à lui, on parle de nos propositions. On nous voit un peu plus, c'est vrai. On a nos invitations. Mais en même temps, grâce à Mélenchon, on réagit. Et c'est vrai que, encore une fois, merci Jean-Luc Mélenchon. Il se tire lui-même une balle dans le pied, mais il nous fait beaucoup de bien. Premier extrait de la bande-son de l'actualité pour vous, Florian Philippot, le Premier ministre. L'objectif, c'est de tracer un cap, c'est de dire clairement et précisément aux Français vers où nous voulons aller avec eux et entraîner le pays. C'est la France de 2025, le Premier ministre fait plancher son gouvernement. Alors on a entendu Pierre Moscovici nous dire qu'on pourrait retrouver en 2025 le plein emploi. On a entendu Arnaud Montebourg nous dire une France industrielle. L'un des commissaires chargés d'enquêter, Jean Pisani-Ferry, nous dit 2025 sera une France plus vieille, moins riche et qui aura une place différente dans le monde et qui sera peut-être 8 ou 9e puissance mondiale. Plus petite, il a dit. Plus petite. Oui, quelle est la France 2025 pour vous? D'abord, sur ce genre d'exercice, moi je ne suis pas contre. Je trouve ça utile que le politique soit capable de faire de la prospective à moyen et long terme. On a trop le nez sur le guidon et c'est bien de faire ce genre d'exercice à condition que ce ne soit pas de la farce, une farce. Là, c'était une farce. On a vu les copies, on se serait cru dans un retour de vacances pour élèves de CM2 ou de 6e. Racontez-moi votre France de dans 10 ans et puis on rend les rédactions. Ça avait le même niveau, c'était pas intéressant du tout. Pourquoi ? Parce que ces gens-là n'ont plus les clés. On a décidé de donner les clés à d'autres. On ne peut pas réfléchir au destin d'un pays qu'on ne maîtrise pas. Comment voulez-vous réfléchir à l'avenir de la France, à la France de 2025, alors qu'on ne contrôle plus ses frontières économiques et migratoires, sa monnaie, son État, sa législation, puisque n'importe quelle loi est inférieure à n'importe quelle directive européenne pondue par un technocrate non élu. Donc tout cela n'a pas de sens. Il faut d'abord retrouver les manettes et notre souveraineté nationale, ce qui suppose de dénoncer les traités européens. Votre France de 2025, à quoi ressemble-t-elle, Elle ressemble à une France, je vais vous dire, si on continue avec les mêmes, il y a deux options. Ça sera un Marseille géant. Une France très pauvre, très criminogène et très divisée, très conflictuelle. Ça, c'est si on continue avec les mêmes. Très immigrés ? Il y a énormément d'immigration, oui, ça continuera. Et, évidemment, ça n'est pas une nouveauté. Si on continue à appliquer pendant 10 ans la politique qu'on fait depuis 30 ans, on aura une Marseille géante. Si on change complètement de cap et qu'on retrouve confiance en nous, et qu'on retrouve cette idée de la France, justement, cette idée très gaulliste de la France que moi je défends, et que nous faisons confiance aux patriotes qui sont aujourd'hui largement représentés par le Front National et le Rassemblement Bleu Marine, eh bien nous pourrons rebondir. Et moi je me porte évidemment en faux avec ce que dit Jean Pisani-Ferry, le commissaire général à la stratégie, c'est assez inquiétant d'ailleurs, qui nous dit on aura une France plus petite et moins riche. Non, on peut avoir une France plus grande et plus riche, plus prospère et plus sûr, à condition de retrouver confiance en nous et de changer radicalement de politique, ce qui suppose d'abord et avant tout de retrouver notre souveraineté nationale, notre souveraineté populaire, la maîtrise de notre destin. Et ensuite, tout sera possible parce que vous savez, c'est ce qu'on disait à la Révolution française, unis, les Français sont invincibles. Si on crée l'unité du peuple français, alors on pourra assurer le redressement national. Extrait pour vous, le président de la République sur ce qui sera l'un des gros dossiers de cette rentrée, les retraites. Dès lors que l'espérance de vie s'allonge, il y a un principe, dès lors que l'on vit plus longtemps, parfois beaucoup plus longtemps, on devra travailler aussi un peu plus longtemps. Quel est le projet de réforme des retraites du Front National ? Une hausse de la CSG, un allongement de la durée des cotisations. Oui, tout ça c'est la même logique. C'est l'âge de la retraite à 64 ou 65 ans. Tout ça c'est ce que j'appelle la logique MEDEF, Union Européenne, qui imprègne l'UMP et le Parti Socialiste, qui propose les mêmes réformes, d'ailleurs inefficaces et injustes. On l'a vu, ça fait 20 ans qu'on fait des réformes dans le même sens, ça ne sert à rien, on doit toujours recommencer et on recommencera probablement si on va dans ce sens-là. Il y a d'abord un gros mensonge. On nous dit depuis 40 ans, l'espérance de vie en France a augmenté de 15 ans. C'est vrai au global,
Mais l'espérance de vie après 60 ans, qui est la seule qui compte, quand on regarde une réforme des retraites, n'a augmenté que de 6 ans. En fait, c'est grâce à la baisse de la mortalité infantile qu'on a ces 15 ans. Mais ça ne fait rien gagner pour les retraites. Donc d'abord, c'est que 6 ans en 40 ans. Ensuite, on nous dit 44 ans de cotisation, ça rapportera de l'argent. Oui, ils ont annoncé eux-mêmes combien ça rapporterait. 600 millions d'euros en année pleine, en 2020. Eh bien, si vous supprimez ne serait-ce que l'AME, l'aide médicale d'État réservée aux clandestins mise en place par Jospin en 2000, eh bien, ça n'est pas 600 millions d'euros par an que vous gagnez, c'est plus de 700 millions. Donc déjà, vous êtes largement gagnant et vous n'êtes pas obligé de passer aux 44 ans de cotisation. Notre réforme, elle sera vraiment la seule alternative dans la vie politique française par rapport à ce bloc UMPS, MEDEF, Union Européenne. Elle sera fondée sur des vraies économies. J'ai cité l'AME, mais il y a aussi le budget européen. Au total, il manque 7 milliards pour les retraites. Eh bien, justement, chaque année, on perd 7 milliards rien qu'avec le budget de l'Union européenne, puisqu'on donne 20 milliards. Donc l'âge du départ à la retraite n'est pas un problème pour vous. On peut être à 40 ans de cotisation sans aucun problème, à condition de faire ses vraies économies sur l'Union européenne, sur le renflouement de l'euro. On vient de nous annoncer hier qu'il y aurait un nouveau plan grec. Ça va nous coûter encore extrêmement cher, des milliards et des milliards d'euros. Voilà des milliards qui seraient utiles pour les retraites. Sur l'immigration, sur la fraude sociale, la fraude fiscale. Évidemment, mais ça suppose d'avoir une volonté politique et de changer de cap. Et puis deuxième axe, c'est financer les retraites par l'emploi. Et ça suppose de changer de politique économique, de ne pas mentir aux Français. Il n'y aura pas de financement des retraites, comme il n'y aura pas de financement de tous les comptes sociaux et de tous les comptes publics si on ne relance pas l'économie et l'emploi. Ça suppose de relancer la croissance par, je l'ai dit, cette politique de rebond économique et social, retrouver les leviers que sont l'État stratège, la monnaie et les frontières. Le Front National et Marine Le Pen feront leur rentrée politique quand? Vous avez dit à Marseille? Un peu avant, mais le grand discours attendu, c'est celui de Marine Le Pen à Marseille le 15 septembre, bien sûr. Le 15 septembre. Tous les partis font leur rentrée en ce moment. Les Verts du côté de Grenoble, le Parti socialiste du côté de La Rochelle, non, le Vert c'est à Marseille, pardon. Le Parti socialiste du côté de La Rochelle, et j'ai vu que je crois que c'est dimanche, il y a une séance de travail plénière consacrée à la démocratie face à l'extrême droite. Donc vous êtes au cœur des préoccupations du Parti socialiste. Alors Florian Philippot. Oui, bon, pareil, je refais pas mon couplet sur l'extrême droite, mais on aura compris qu'il cible le Front National, les patriotes que nous sommes. Bon, écoutez, nous on fera notre université d'été à Marseille sur l'avenir, sur la France. Eux, ils la feront sur nous, parce que manifestement, ils n'ont pas grand-chose à proposer à la France. J'ai vu qu'ils voulaient donner j'ai entendu Monsieur Assouline, porte-parole du PS, nous dire qu'il voulait une leçon morale, donner une leçon morale à l'extrême droite, entre guillemets, et comprendre le Front National. Donc je sais pas, peut-être que l'ouverture de leurs travaux se fera par Harlem Désir, puis ensuite on aura un mot de bienvenue par Gérard Dallongeville. Ensuite, animation des débats par Madame Andrieux ou Monsieur Guérini, et puis un invité surprise, Monsieur Cahuzac. Et c'est vrai que ça fera une belle leçon de morale donnée au Front National. Non, évidemment, tout cela est très drôle, n'intéresse pas les Français parce qu'ils préféreraient avoir des propositions. Mais encore une fois, merci au Parti Socialiste parce qu'ils vont nous mettre encore une fois au centre de gravité. On pourra confronter nos projets sur les retraites, sur l'Europe, sur la sécurité, sur la finance, la maîtrise que nous réclamons de la finance, sur la laïcité. Et puis je leur lance cette idée, puisque vous allez parler de nous, eh bien, invitez-nous. Moi, je veux bien être invité à La Rochelle. En plus, c'est une très belle ville pour discuter et débattre avec le Parti socialiste, parce que je pense que c'est plus intéressant d'avoir un adversaire en face que de parler dans le vide et de raconter des fantasmes. Florian Philippot, vice-président du Front National, merci. Il est